Chers téléspectateurs, bonjour. Dans les studios de la radio-télévision Ubgiyunge, vous êtes avec Choussa David. Et notre invité aujourd'hui, c'est Dr Innocent Biruka. Je rappelle que nous sommes arrivés à l'épisode numéro 4 de notre émission La Justice Maintenant. Dr Biruka, merci d'être revenu aux ondes de la radio-télévision Ubgiyunge. La dernière fois, vous avez démontré que la prison du FPR Inkotanyi a été utilisée comme une arme de destruction massive. En effet, des centaines de milliers de citoyens se sont vus jetés dans les prisons mouroirs et beaucoup d'entre eux se sont morts en milieu carcéral. Aujourd'hui, nous aimerions que vous abordiez la question des Rwandais qui ont été poursuivis à l'extérieur du pays. Alors, Dr Biruka, quel a été le sort des citoyens rwandais qui ont été poursuivis en justice hors du territoire rwandais? Je vous remercie encore une fois, David Choussa. Ce qu'il faut souligner d'emblée, c'est que cette justice qui a été mise en cours sur la scène internationale, eh bien cette justice visée sciemment ou inconsciemment, eh bien elle est visée non pas les intérêts du peuple rwandais dans son ensemble, mais les intérêts du pouvoir en place. N'oubliez pas que aussitôt que le Rwanda a été entièrement occupé par le FPR, le pouvoir pris par le FPR, une campagne médiatique et diplomatique particulièrement vigoureuse a été mise en place pour donner la version officielle de l'histoire à l'effet que le régime Hutu aidé par l'ensemble des Hutus, parce qu'en fait chaque Hutu était suspect de ce génocide. Donc l'ensemble des Hutus et en chef le gouvernement intérimaire et son armée avaient orchestré ce génocide et que les valeureux combattants du FPR avec le général Kagame en chef avait mis un terme à ce génocide. Voilà la vérité officielle qui était véhiculée tambour battant à coup de propagande, en tout cas la plus vigoureuse possible. Alors, une chose est sûre, c'est que Kigali a fait jouer l'arme de la peur. Kigali a fait jouer l'arme de la peur pour orienter tout le travail judiciaire dans le sens qui était favorable à ses intérêts. Quand je dis l'arme de la peur, c'est que Kigali a brandi un certain nombre de menaces, dont la menace la plus générale, à savoir l'accusation, parfois même sur base de rien du tout, l'accusation d'avoir pactisé avec l'ancien régime. Donc, Kigali disait, vous les Nations Unies, taisez-vous et faites ce que nous vous demandons de faire, parce que vous auriez été là, il n'y aurait pas eu de génocide. Parce que vous auriez joué votre rôle, il n'y aurait pas eu de génocide des Tutsis. Kigali disait aux différents États, on a vu par exemple la relation particulièrement délicate que la France entretient avec Kigali depuis 1994. Donc Kigali menaçait tous les États, à commencer par les grandes puissances, Kigali les accusait d'avoir laissé faire les puissances génocidaires. Et dans l'exemple de la France qui avait pris le risque, mais un risque qui a porté ses fruits, à savoir l'envoi d'une mission humanitaire, à savoir l'opération turquoise. Donc la France devait absolument se tenir tranquille depuis toute cette époque-là, parce que Kigali disait, vous les Français, taisez-vous parce que vous étiez venus pour aider les forces génocidaires. Donc, la
l'arme de la peur a été mise à profit par le FPR, qui terrorisait, si je puis utiliser le terme, les différents États de la planète en disant « Vous n'avez aucune leçon à nous donner, vous faites ce qui est profitable au peuple rwandais. » Or, le FPR s'en foutait du peuple rwandais. Et la justice qui a donc été mise en place, c'était une justice plutôt favorable aux intérêts de la junte au pouvoir. Beaucoup d'États ont fourni de l'argent, beaucoup d'États ont pris au premier degré les accusations lancées par Kigali, parfois sans aucune preuve du tout, pour poursuivre. En fait, c'est l'élite Hutu que Kigali voulait faire décapiter. Et on a donc assisté à l'irrespect des procédures légales de privation de liberté. Et on a assisté à des citoyens rwandais qui sont subitement devenus comme des fantômes parce que des fantômes errants parce que ils ne pouvaient pas demander ou obtenir asile dans aucun autre pays. On a assisté à des procédures interminables, des procédures judiciaires interminables, notamment en France et aux États-Unis, faute de preuves, parce que Kigali lançait simplement des accusations, mais qui n'étaient pas étayées de preuves palpables. On a aussi assisté à la délation institutionnalisée, notamment de la part d'un certain Alain Gauthier et son épouse, dont les larmes étaient considérées comme la seule preuve pouvant établir la culpabilité de quelqu'un. Au TPIR, on a assisté à des détentions de très longue durée, et des détentions préventives, des gens qui ont été arrêtés en 95, finalement n'étant jugés et fixés sur leur sort que 15 ou 20 ans après. Évidemment, il y a eu aussi des malversations de la part de Kigali à proprement parler, notamment la perturbation des équipes de défense, à savoir que Kigali lançait des accusations contre les ressortissants rwandais et membres des équipes de défense. Tout ça, c'était pour faire peur et orienter la justice dans un sens favorable aux intérêts de Kigali. Merci, docteur. Vous affirmez que le TPR a poursuivi, arrêté, emprisonné et jugé des suspects rwandais dans un contexte de prison et de peur permanente. Pouvez-vous nous expliquer davantage? Alors, merci, monsieur Tchoussa. J'étais en train de le dire. Le TPIR a souffert de pression absolument paralysantes, des pressions qui ne pouvaient pas le laisser dire le droit comme il le voulait. D'abord, les juges du TPIR étaient assis, si je puis utiliser le terme, les juges étaient assis sur une chaise éjectable, un mandat de 2 ans pour un juge, un mandat qui doit être renouvelé tous les 2 ans. Vous comprenez que le juge qui était envoyé en Tanzanie, il n'était pas certain de pouvoir continuer et faire une certaine carrière dans cette justice internationale. On a donc vu des magistrats qui se sont vus exclus du tribunal juste parce qu'ils avaient posé des questions aux témoins. On a assisté à plusieurs cas, notamment dans le procès de Moutaré, le procès de 6 de Moutaré, où le premier juge assesseur, le juge Matandima Makutu, un juge du Lesotho, s'est vu chassé du tribunal. Son mandat a été écourté uniquement parce que il avait osé poser un certain nombre de questions à un témoin de l'accusation qui était venu clairement
juste pour pleurer devant le tribunal alors qu'ils ne connaissaient même pas les faits qui avaient eu lieu. Donc, il y a eu des juges qui ont été, dont les mandats ont été écourtés. Il y a eu des magistrats qui ont subitement démissionné parce qu'ils venaient de prendre une décision qui n'a pas plu et ils ont subi tellement de pression qu'ils ont dû démissionner. Il y a des avocats de la défense et des membres de la défense qui ont été épiés et agressés, et même dans leurs hôtels. Donc, dans leurs hôtels. Donc, Kigali a fait jouer un certain nombre de voies de fait, de malversation, l'arme de la peur et du chantage pour orienter la procédure judiciaire et faire écraser physiquement et moralement les accusés du génocide qui étaient en prison à Arusha, mais aussi humilier et décourager les familles des accusés qui ne demandaient à ce qu'on les autorise à contribuer à la défense de leurs parents qui étaient en prison. Donc, cette arme de la peur a joué pleinement et a eu un impact majeur sur le cours de la justice rendu à l'étranger sur la question rwandaise. Dr Biruka, ce problème des Rwandais libérés par le TPIR qui n'ont pas pu regagner la liberté et réintégrer les familles est quand même une honte pour la communauté internationale. Pouvez-vous nous en dire plus? On y revient encore. La question des Rwandais, des accusés qui ont été libérés par le tribunal. Libérés pourquoi? Pour avoir terminé d'abord les peines qu'ils avaient encourues, ou bien libérés tout simplement parce que ils avaient été acquittés, totalement acquittés ou partiellement acquittés, ayant passé le montant d'années, le nombre d'années dont ils avaient été condamnés, les ayant passés en détention préventive. Donc, plusieurs ont été libérés dans ce cadre-là. Alors, sauf quelques-uns, la plupart n'ont pas pu réintégrer la liberté, n'ont pas pu réintégrer leur famille et n'ont pas pu aller dans le pays où ils désiraient passer le restant de leur vie. Et vous avez suivi le scandale de 8 ressortissants rwandais qui sont sous le coup d'une menace d'expulsion du Niger. Eh bien, ce n'est pas le Niger seulement qui subit la pression, c'est tous les États qui hébergent les accusés, plutôt les condamnés du TPIR. Il y a une poignée de condamnés au Sénégal, à Sénégal. Il y a des condamnés au Mali, à Koulikoro. Il y a des condamnés, évidemment, au Bénin. Il y a quelques-uns aussi qui restent en territoire tanzanien pour une raison ou une autre. Donc, tous ces pays-là subissent la pression. Tous ces pays subissent la pression pour expulser ces ressortissants. Et parmi les missions du greffier du tribunal, il y avait la négociation avec les différents États pour accueillir les libérés du TPIR, mais très peu de pays ont osé accepter. La Belgique a accepté pour quelques libérés du TPIR. La Suisse également, mais d'une manière générale, tous les pays qui ont été contactés par le greffier, ils ont émis des réserves où ils ont purement et simplement refusé de recevoir les libérés du TPIR uniquement parce que Kigali faisait pression, parce que également certains membres des Nations Unies, des grandes puissances, appuyer également les récriminations de Kigali pour dissuader tel ou tel État qui était partant pour accepter de recevoir sur son territoire et libérer du TPIR. Donc, on se rendra compte que finalement, c'était de la justice du vainqueur. Rien n'avait été prévu dans le statut du TPIR dans l'hypothèse où
un accusé serait libéré, acquitté ou purgerait totalement sa peine pour réintégrer sa liberté. Et cela montre finalement que les accusés du TPIR n'ont pas bénéficié, ils n'ont pas eu droit à la présomption d'innocence, et il y a un enjeu qui se cache derrière, c'est l'enjeu d'éradication de l'élite Hutu. Merci, docteur. Et finalement, qu'en est-il de ceux-là qui sont toujours recherchés par la justice internationale? Oui, la question de ceux qui sont toujours poursuivis par la justice internationale, notamment, précisément plutôt, il y a un mécanisme résiduel qui a été mis en place pour continuer à gérer l'héritage des deux tribunaux pénaux internationaux, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Évidemment, on avait une liste d'à peu près 10 personnes qui étaient soi-disant poursuivies et qui continuaient à l'être par la justice internationale. Les États-Unis d'Amérique ont même donné un prix, 5 millions de dollars, si on parvient à identifier un suspect et à le dénoncer. Parfois, c'est étonnant de voir qu'un pays met comme ça le prix pour des suspects qui sont encore présumés innocents quand même. Hein. Mais la chose qu'il faut souligner, c'est que parmi ces suspects qui sont encore poursuivis, il y a 6 dossiers qui ont directement été transmis à la justice rwandaise. Donc c'est la justice rwandaise qui prend le relais pour la poursuite de ces gens qui sont toujours recherchés. Mais il y a certains parmi eux qui sont décédés, et la preuve est là, et la justice internationale le sait, et le Rwanda le sait, mais on continue à les garder sur la liste pour un peu brandir la menace que représenteraient ces personnes, parce qu'il est aussi question d'influence et de montants astronomiques, parce que je viens de vous le signaler, les États-Unis avaient mis un prix, à savoir 5 millions de dollars pour l'arrestation, non serait-ce qu'une seule personne. Donc Kigali continue à jouer comme ça avec la mémoire de ces personnes, puisque beaucoup d'entre eux sont déjà décédés et tout le monde le sait. Et quand on parle par exemple de Proté Milagna, qui était l'ancien commandant en chef de la garde présidentielle, le monsieur est décédé depuis plusieurs années, mais on continue chaque fois à maintenir son nom sur la liste des recherchés pour avoir un prétexte pour continuer à organiser la chasse à l'homme. Parce que si on ne les trouve pas, mais on trouve d'autres. Et donc c'est des accusations qui ne finiront jamais. Kigali a intérêt visiblement à garder les suspicions et les accusations contre des Rwandais, même notoirement qui sont déjà décédés et dont on le sait, mais Kigali continue à maintenir ces fausses accusations. On sait que la mort met un terme à toute poursuite. Un suspect qui décède est absous. Ça, c'est le droit pénal c'est un principe de droit pénal, un principe classique, sacré. Lorsque quelqu'un décède en cours de procédure, il n'est pas acquitté, mais il est absous. C'est-à-dire, on met un terme à toutes les accusations et à toutes les recherches à son encontre. En définitive, docteur Nosabiruka, pouvez-vous nous dire si la poursuite et la répression à l'étranger des crimes internationaux commis au Rwanda en 1994 auraient été une contribution significative à la gestion juridictionnelle du drame rwandais?
Oui, d'une certaine manière, la justice sur la scène internationale a donné une contribution, en tout cas, à ce qu'une part de la vérité sur le drame rwandais puisse éclater. Mais, je souligne, et comme je le disais au début de cette émission, je le disais tout à l'heure, je disais que finalement, voilà, cette justice n'a finalement servi que la cause du vainqueur qui fait la pluie et le beau temps sur les collines du Rwanda. C'est dire tout simplement que si la Belgique a rendu justice à l'an 2000 avec la cour d'assises de Belgique, de Bruxelles, si il y a eu un certain nombre de décisions de justice au Canada, en Allemagne, aux États-Unis, etc., si également le tribunal pénal international pour le Rwanda, nous aurons par exemple peut-être l'occasion de faire le bilan du travail du TPIR en 20 ans. Voilà. Cette justice, l'ensemble de cette justice, finalement, n'a servi que très peu les intérêts du peuple rwandais tout entier. Mais je garde l'espoir que ce qui a été dit, le droit qui a été dit, et les débats qui ont eu cours devant les différentes instances au TPI à Arusha et devant les cours et tribunaux des États tiers, eh bien les États qui ont eu lié et la masse d'informations qui est toujours gardée précieusement, eh bien toutes ces informations vont aider le peuple rwandais à se retrouver dans son histoire, à rétablir la vérité qui aurait été ignorée ou négligée parce que cette vérité venait de la bouche, venait du camp des indésirables. Eh bien, toute cette vérité sera remise sur la table et va contribuer à ce que les Rwandais se disent la vérité et toute la vérité. Pour moi, cela augure d'une réconciliation nationale sincère et qui va jeter les bases pour le nouveau Rwanda. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Innocent Biruka, d'être venu dans nos studios pour donner les réponses aux questions qu'on se pose sur la justice rwandaise. Je rappelle que M. Dr Innocent Biruka est secrétaire adjoint du CNRD-FLN et il est aussi bien sûr expert en droit. Voilà pourquoi il vient nous donner des explications sur la justice rwandaise. Dans nos studios, vous étiez avec Choussa David. À la prochaine. Ciao.